chacun. Et à côté, Baptiste Robert, plutôt célèbre sur Twitter avec de nombreux abonnés, et qui est hacker éthique, qui a commencé l'OSINT de manière artisanale, un peu comme tout le monde, et qui maintenant le fait de manière beaucoup plus poussée. Et qui essaie. Voilà. Donc c'est une thématique en fait qui est très présente aujourd'hui dans l'actualité, puisqu'on voit beaucoup de nombreux internautes s'essayer à géolocaliser des vidéos, essayer de définir l'identité de personnes qui apparaissent sur des vidéos, des photos, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mais donc pour parler de tout ça, en fait, on va peut-être commencer par définir ce que c'est que l'OSINT et essayer d'expliquer ce qu'elle représente. Voilà. Peut-être Baptiste pour commencer. Alors, pour définir le sujet, effectivement, ça paraît c'est toujours très important de définir ce dont on parle. Donc, l'OSINT, c'est un acronyme pour Open Source Intelligence. En français, effectivement, on parle de ROSO un petit peu, c'est un terme qui commence à devenir à la mode pour renseignement d'origine en source ouverte, quelque chose comme ça. J'utilise toujours OSINT comme terme. L'OSINT, donc il y a deux grosses parties, ça va être open source et intelligence. Open source, c'est on va aller chercher de l'information en source ouverte. Ça implique beaucoup de choses. C'est l'information qui va être disponible sans avoir besoin de s'authentifier. Et après, il y a des débats qu'on va pouvoir aborder. Est-ce qu'une fuite de données, donc des informations provenant d'un site internet, sont de la source ouverte ? Ça, c'est un autre sujet. Et après, il y a la partie la plus intéressante, la plus importante, qui va être l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? L'intelligence, c'est le mot anglais pour dire renseignement. Et renseignement, en fait, c'est une information qui va être une information actionnable, qui va être une information sur laquelle on va pouvoir prendre une décision qui va aider à la décision. Et ça, c'est pas juste, je sais que Baptiste Robert, par exemple, il a un compte Twitter. Ça, c'est pas du renseignement. Par contre, je sais que Baptiste Robert, il se trouve à 9h30 à Toulouse à la mêlée numérique. Ça va être un peu plus intéressant et je vais pouvoir travailler cette information. Donc, c'est vraiment deux parties. Il va y avoir la partie open source, aller chercher l'information en source ouverte, et la partie intelligence, je vais analyser, je vais étudier, je vais faire de la corrélation, je vais itérer. Et l'OSINT, c'est un tout. Ce n'est pas juste de la technique, c'est beaucoup, beaucoup d'analyse. Sylvain, peut-être ta définition de l'OSINT et comment tu es arrivé à le pratiquer. Exactement la même que Baptiste. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas 36 000 définitions par rapport à ça. Moi, j'y suis arrivé en fait par Baptiste. Pour une simple et bonne raison, c'est que il y a 3-4 ans, j'ai fait un sujet en fait qui m'a posé un peu de souci, voilà, sur une personne que j'avais contactée et je cherchais d'autres informations sur cette personne-là qui m'avait accordé un témoignage et en fait j'ai un jour posé la question à Baptiste sur Twitter en lui disant est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des informations sur Internet qui me permettraient de compléter mon travail, et il m'a dit l'OSINT. Et en fait, ça m'a fait un peu tilt et je me suis dit qu'est-ce que c'est ? Et je me suis commencé à me renseigner. J'ai vu que je le pratiquais un peu d'une certaine façon, voilà, parce que je travaille beaucoup sur Internet, qui est pour moi une source d'information. Voilà, je considère qu'en tant que journaliste, on a plusieurs sources d'informations qui sont les sources réelles, en tout cas les contacts, les réseaux qu'on peut avoir, qu'on va alimenter, qu'on va consulter régulièrement, qui vont nous remonter des informations. Il y a les sources officielles qui sont un peu plus faciles avec les collectivités, les institutions, les communiqués de presse. Voilà. Et la troisième partie, pour moi, est Internet, avec les réseaux sociaux, avec Internet. Et voilà, c'est des choses que j'allais régulièrement chercher. Et sauf que j'avais pas totalement la conscience qu'il y avait des techniques, il y avait des moyens d'arriver à certaines choses. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y mettre. Avant de revenir plus en détail sur les deux aspects de cette définition qui sont du coup la nature de ce qu'on trouve et aussi du coup l'intelligence, mais du coup la méthodologie, parce que je pense qu'il va falloir en parler. Est-ce que c'est un domaine qui est cantonné pour l'instant à la presse ou c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres activités économiques ou d'autres secteurs ?
Alors, la presse, comme l'a dit Sylvain, les journalistes sont des praticiens de l'OSINT depuis très longtemps et sans même le savoir. Ça fait partie du travail de journaliste de prendre une information, d'aller recouper l'information, d'aller vérifier ce qu'on raconte et de se servir de sources différentes. Donc, en soi, les journalistes sont déjà des praticiens de l'OSINT, même sans le savoir. Aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, il y a un besoin de méthode. L'OSINT, c'est d'abord de la méthode. Et cette méthode, c'est comme tout, ça s'apprend, même ça se formalise. Aujourd'hui, tout n'est pas ancré dans le marbre. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à inventer, il y a plein de choses à découvrir. C'est un milieu qui est en évolution constante. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Aujourd'hui, ça se cantonne professionnellement, c'est historiquement, tout ça nous vient en fait du monde du renseignement, plus que, comme on l'a dit, OSINT, c'est lié directement au renseignement. Donc ça vient, et c'est pratiqué depuis très longtemps, ça prend ses racines dans les années 70 de mémoire, donc c'est absolument pas nouveau. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, l'actualité, etc., il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça a plus de 50 ans tout ça. Et c'est formalisé en termes de méthode depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. Le grand challenge qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que tout le monde a un ordi, tout le monde commence à comprendre, à monter en compétences, et il y a plein de contraintes légales, plein de contraintes éthiques qui viennent avec. C'est pas si vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, que vous êtes capable de refaire le profil intégral d'une personne parce qu'elle a laissé plein d'informations sur Internet. C'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire et que vous avez le droit de le faire. Et donc ça implique beaucoup de choses et il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus et c'est un sujet qu'on va voir apparaître dans la presse ces prochaines années. C'est un sujet où la justice va devoir trancher. C'est un sujet où les parlementaires vont devoir légiférer. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions comme ça qui vont arriver dans les prochaines années. Parce que c'est vrai qu'on a choisi d'animer cette table ronde. La thématique aussi nous intéressait, mais on a choisi de l'articuler autour de restaurer la confiance, ce qui suppose qu'il y en avait peut-être plus trop, et dans l'information. Et l'information, je voulais l'entendre au sens large, c'est-à-dire il y a l'information bien sûr média, mais aussi je pense à l'information économique ou l'information renseignement. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait d'autres secteurs qui le faisaient. Donc tu as bien répondu à la question pour dire que ça existait depuis longtemps. Mais est-ce que finalement les praticiens qui en parlent sur les réseaux sociaux et qui sont essentiellement des gens qui réagissent sur l'actualité, certes ils sont exposés, mais est-ce que c'est eux qui sont les plus utilisateurs de cette technique? Je pense à l'intelligence économique ou par exemple au service des impôts qui traque des gens sur les réseaux sociaux. Je pense que ça en fait partie, c'est-à-dire qu'il y a les renseignements, ça c'est une évidence, il y a l'intelligence économique qui ont été les premiers, mais le phénomène qu'on a constaté au fil de ces dernières années, c'est que certains journalistes, de façon un peu réduite, se sont un peu emparés du domaine, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'il y a des citoyens lambda qui sont aussi emparés, notamment à partir, en tout cas sur ce que j'ai pu en constater, à partir de la guerre en Syrie notamment, où en fait on a vu beaucoup de personnes qui étaient sur Internet, qui étaient informaticiens, qui étaient un peu tout. Voilà, des citoyens normaux qui ont commencé à s'intéresser à l'OSINT et à ce qui se passait en Syrie et qui ont essayé de vérifier. Voilà. Alors ça fait pas, je pense qu'il y a un lien avec la défiance vis-à-vis des médias, de l'information, ça c'est une évidence. Et ça s'est nourri de ça. Et ça s'est encore renforcé avec la guerre en Ukraine, où finalement la guerre en Ukraine était d'autant plus intéressante, si je peux utiliser ce terme-là, c'est qu'on l'a vu quasiment en direct dès les premiers instants de l'invasion. C'est même allé encore plus loin, puisqu'en fait, quelques semaines avant, sur Internet, on savait que les forces russes étaient en train de s'installer sur la frontière ukrainienne. Et toutes ces informations-là sont issues des sources ouvertes, et elles ont été traitées en grande partie par des personnes, des citoyens lambda. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène-là aussi qui est très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples, pour ceux qui s'intéressent à cette thématique sans en connaître beaucoup, est-ce qu'il y a des exemples fondateurs qu'on peut aller consulter qui ont un peu marqué justement le renouveau de la pratique de l'OSINT, qui est vieille, mais qui du coup est revenu au goût du jour ces dernières années? Des exemples, vous allez en trouver beaucoup sur Internet. Des exemples fondateurs, c'est un grand mot. En fait, c'est plus des questions
c'est pour recoller par rapport aux propos précédents, l'OSINT est une brique parmi d'autres. On a tendance à croire beaucoup, et encore plus aujourd'hui, qu'avec l'OSINT, on peut tout faire, c'est magique. Une des choses que je dis dans le cadre de la société que j'ai fondée, Predictalab, et que je dis à mes clients, et je le dis quasiment à chaque présentation, c'est l'OSINT, c'est pas magique. C'est une brique parmi d'autres. C'est une source d'information parmi d'autres. Et c'est souvent une source d'information qui n'a pas la plus grande fiabilité. Donc c'est de l'information, c'est intéressant, ça permet d'analyser, de faire des corrélations, de comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas une fin en soi. Et donc, dans les exemples fondateurs, moi je prendrais, et je rebondirai sur ce que tu disais, sur la guerre en Syrie, c'est vraiment... La guerre en Syrie a été effectivement le départ de quelque chose. Alors le média utilisé était beaucoup plus YouTube à l'époque, où il y a vraiment des gens de toutes compétences différentes, des experts en armes, des experts en explosifs, des experts de la région, qui se sont intéressés à ces vidéos YouTube et qui ont essayé de vérifier, d'identifier, de dire ah bah là je vois effectivement telle arme, c'est tel modèle qui a été modifié parce que ça date de telle année, ça vient de telle région du monde. Là je vois un drone, ça c'est tel pays qui a vendu à tel pays via tel pays. Et ça c'est là où en soi, ça c'est fondateur, plus qu'il y a des gens de différentes communautés, des gens avec des expertises complètement différentes, mais très pointues chacune, qui se sont réunis, qui se sont dit, venez, on va faire un truc ensemble et on va vérifier l'information. Et c'est là où l'OSINT prend sa force. L'OSINT, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste de la technique, c'est pas juste des gens, c'est pas le fait de développeurs, c'est pas le fait de techniciens. C'est principalement le fait de gens qui ont des compétences pointues dans certains domaines. Il faut s'y connaître en géopolitique, il faut s'y connaître en armes, comme je disais, en explosifs, dans telle région du monde. Il faut des linguistes, il faut des gens qui savent parler russe, qui savent parler arabe, qui savent parler hindi, et qui connaissent les subtilités, parfois même de la langue, en disant ça... J'entends, il y a une vidéo qu'on a identifiée, par exemple, dans un cas chez nous, qui était un petit enfant qui se faisait malheureusement battre au milieu du désert. On a identifié l'endroit exact au milieu du désert, parce qu'on a réussi le point d'entrée de tout ça, c'est l'enfant qui malheureusement pleurait, mais il pleurait dans un dialecte d'un peuple en particulier, qui était dans une région du désert, qu'on a ensuite réussi à retrouver. Et c'est vraiment un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à une solution. Si je peux me permettre de compléter par rapport à ce que dit Baptiste, je le rejoins totalement sur le fait que l'OSINT, c'est une brique. Voilà. Parce qu'à un certain moment, on est bloqué. On sait qu'on a des éléments, on a réussi à recouper des informations avec tous les éléments en open source, mais à un certain moment, on est confronté, mais est-ce que c'est une vraie information? Ça s'est vraiment passé comme ça, etc. On a besoin d'aller sur le terrain. Donc au bout d'un certain moment, le terrain est toujours très utile, en fait. Voilà. Alors après, on peut faire des choses, en tout cas en termes de journalisme, du 100% aussi, mais après, souvent, ça peut appeler souvent le terrain. Je vais donner un exemple qui peut un peu être révélateur. Il faut savoir qu'à France Télévisions, il y a une cellule qui s'est créée en début septembre de l'année dernière, il y a un an, qui s'appelle Les Révélateurs, qui est un peu en suspens aujourd'hui, mais qui travaille justement à la vérification des qui est top, oui, oui. Mais on pourra en parler, mais ça pose des questions en fait de la perception aujourd'hui des rédactions sur le travail de l'OSINT. Est-ce que c'est simplement de la vérification ou est-ce que on peut en faire vraiment quelque chose de particulier ou en tout cas une pratique vraiment journalistique? Non, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, cette cellule a énormément travaillé. L'équipe est super et voilà, j'y ai participé. Voilà, on y avait Lynn Lann qui était à la tête de ça et au tout début de la guerre. Il y a des vidéos qui ont commencé à circuler, notamment je ne sais plus si c'était une bombe qui avait explosé dans une école maternelle ou en tout cas une crèche à la limite de la frontière de l'Ukraine et de la Syrie. De la Russie, pardon, oui, désolé. Et donc on avait réussi à la situer, on avait réussi à localiser la crèche avec le profil Facebook de la crèche, etc., avec des histoires on avait repéré le papier peint et tout. Et c'était hyper intéressant parce qu'on avait une équipe sur place. Et en fait, on leur dit, il suffit d'aller là-bas, vous allez trouver, vous pourrez voir ce qui s'est passé, etc. Et il y avait eu un vrai travail complémentaire entre l'OSINT et le journaliste de terrain qui était sur place et qui a fait un super sujet. Si
Si je peux compléter sur ce sujet-là, il y avait hier, et je lui ai dit que je le ferais, donc je vais le faire. Il y avait hier une conférence donnée par Frédéric L'Enfant qui a abordé justement ce thème qui était hier et qui est probablement en replay et que je vous invite à aller voir, qui parlait, il y a ce qu'on appelle en France les enquêteurs privés, qui sont un statut particulier, détective privé, donc ça fait très film tout ce que je raconte là, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui ont un statut particulier, enquêteur privé, qui leur permet de faire des choses. Et comme l'a très bien dit Frédéric hier, c'est que l'OSINT, c'est très bien. Ça permet de faire plein de trucs, ça permet d'avoir de l'information, c'est chouette. Mais à un moment donné, on a besoin parfois de travailler avec des enquêteurs privés qui, eux, ont le droit d'aller faire des vérifications en présentiel, faire des vérifications physiques, de faire des filatures, et qui sont, de par leur statut, ils ont la légitimité et ils sont dans la légalité. Et c'est important d'avoir d'être complémentaire à ce niveau-là, de dire bah oui, il y a des gens devant l'ordinateur et après il y a des gens qui ont un autre métier. Et c'est ça un peu l'OSINT. L'articulation, c'est une brique dans une articulation plus globale en fonction de son secteur économique. Bon, ça évoque ce que tu disais tout à l'heure sur le renseignement, c'est-à-dire le renseignement, ça permet de prendre des décisions et donc de passer à l'action. C'est le cas par exemple pour l'équipe de télé qui était sur place. Mais jusqu'où on peut aller? Et moi j'ai envie de poser la question de la légalité parce que sur la problématique source ouverte, est-ce que c'est nécessairement des choses auxquelles tout le monde peut avoir accès? Mais si on trouve par exemple une source ouverte sur le dark web, donc qui est plus ou moins ouverte, quelle est la définition, jusqu'où on peut aller et à quel moment, si vous voulez, on est hors des clous, quoi. Alors, ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'on me dit je voudrais connaître, je voudrais savoir ça. Et la première réponse que je fais à chaque fois, c'est quel est le contexte. J'ai besoin de contexte. Avant de prendre une décision, de savoir si déjà je vais répondre à votre demande, c'est quel est le contexte. Et c'est une question qui n'a pas forcément de réponse toute faite, qui est pour moi que je place plus au niveau de l'éthique. C'est-à-dire que quelqu'un vient me voir et me dit voilà, Sylvain, je le suspecte, je sais pas, de se balader déguisé le soir dans Toulouse. Ce qui est sûrement le cas, effectivement. Est-ce que tu arrives à trouver une photo de lui en juste corps sur l'esplanade? La question est de dire oui, je peux peut-être le faire, mais j'ai peut-être pas envie de le faire. Est-ce que je dois le faire? Après, si on rentre dans des détails dans des exemples un peu moins caricaturaux, on me demande de dire tel politicien, il a probablement une affaire, il est impliqué dans telle ou telle affaire. On a un faisceau de preuves, on a des sources qui nous disent que machin, mais on n'a pas de preuves concrètes. Est-ce que tu peux aller vérifier? Ça peut être très invasif. Certes, on peut le justifier ou pas, mais ça peut être très invasif. Est-ce que, et c'est toujours pareil, c'est quelle casquette j'ai, quelle légitimité j'ai, quelle est la partie légale derrière qui me back, qui me cadre dans mon travail pour que je puisse faire ça. C'est vraiment du cas par cas, en mon sens. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la légalité et il y a l'éthique et la déontologie. Alors, si on reste d'abord sur la légalité, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il y a des activités professionnelles qui permettent d'aller plus ou moins loin dans la consultation de sources? En fait, d'une certaine façon, il y a deux profils. Moi, je suis un amateur en fait, de l'OSINT. C'est-à-dire que j'utilise les différentes techniques que j'ai pu apprendre, qui sont assez basiques au final. Mais je n'ai pas les compétences de Baptiste en termes de codage, d'informatique, etc., qui fait que lui, il peut aller à un autre niveau que moi. Mais donc déjà sur ces questions de profil, ça joue aussi énormément. Mais par exemple, vous découvrez l'OSINT, c'est aussi, je sais que tu l'as pratiqué, c'est d'aller analyser une application ou un service web, de dire là il y a une faille de sécurité, parce que du coup le code est ouvert, etc. À quel moment en fait le dire, c'est pas donner l'opportunité à des gens de s'en servir, mais à la fois c'est l'opportunité à des gens de le combler. C'est très très compliqué parce que alors il y a l'aspect infosécurité. Donc effectivement, je prends une application, mettons le site internet de la mêlée, je trouve une faille de sécurité et je trouve une manière directe ou indirecte de récupérer l'intégralité des informations des gens qui ont assisté à la mêlée numérique cette année. Ces informations peuvent m'être très très utiles dans le cadre d'une investigation OSINT, par exemple. Ça peut être le cas. À quel moment
je vais prévenir la mêlée numérique, à quel moment je vais utiliser ou pas ces informations, à quel moment je vais stocker tout ça. Là, la légalité, il y en a aucune, soyons honnêtes. Euh, le, le RGPD, de base, fait que la quasi-intégralité, et j'exagère un peu, mais pas tant que ça, fait que la quasi-totalité des choses que vous faites en OSINT est illégale. Un tweet est une information qui permet d'identifier la personne, etc. Un pseudo est une information qui permet... Donc vous n'avez même pas le droit de stocker cette information, vous n'avez pas le droit de traiter cette information sans but prédéfini. Donc la plupart du temps, vous n'êtes pas dans les clous. Et c'est en ça que je dis que cette pratique va évoluer. Le cadre juridique va évoluer parce qu'aujourd'hui, on a la quasi-totalité des gens qui font des choses pas justifiées. Nous, dans notre cas, et c'est ce qu'on essaie de faire, au sein de Predictalab, c'est-à-dire qu'on est, et ce que Sylvain disait, c'est qu'on automatise ces choses-là. Donc quand vous, à la main, vous récupérez 1, 2, 3, 4 données, nous, on en récupère 1, 2, 3, 4 millions de données. Donc le délire n'est pas le même. On n'est pas à la même échelle. Et c'est là où on doit faire très très attention au cadre éthique, au cadre légal, de tout vérifier et de même vérifier ses clients avant même de les accepter et de savoir pourquoi on le fait, de respecter les durées de conservation, etc. etc. En fait, en tant que journaliste, quand tu utilises l'OSINT aussi, ça revient finalement à la base de notre métier, c'est la question de l'information. Savoir si c'est une information d'utilité publique ou pas. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est Mediapart qui l'a sorti, je ne sais pas si vous en avez peut-être entendu parler. Ils avaient sorti un papier sur ces militaires qui étaient en fait géolocalisables parce qu'ils adoraient courir. Voilà. Ils utilisaient une application qui permettait de les localiser en temps réel. Et donc, en fait, on savait que, en cherchant un peu, justement, sur les réseaux sociaux, etc., on savait que telle personne, tel adjudant était présent dans tel pays, là où il y avait une opération secrète de l'armée française. Bon. La question s'est posée pour Mediapart, je pense. C'est de dire, est-ce qu'on sort cette info-là, qui est une info sûrement secret défense, mais dans le même temps qui a relevé une faille dans le système de l'armée française, etc., et qui pose la question de l'utilisation des réseaux sociaux, aussi bien pour les militaires, mais pour nous tous. Voilà. Le deuxième exemple, c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Moi, j'utilise un outil très souvent ces derniers temps, qui s'appelle PMISE, qui est très bien comme ça, mais qui pose plein de questions sur l'éthique, etc. Pour simplement vous expliquer, c'est que PMISE est un logiciel de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que je prends une photo de l'un d'entre vous, je le mets dans le logiciel, et il va vous sortir toute une occurrence de photos où vous apparaissez. Alors ça peut être aussi bien des photos officielles dans la presse locale, mais aussi sur des sites internet privés. On peut vous voir aussi en arrière-plan, parce que ça va aller jusque-là, etc. Et actuellement, je suis en train de travailler sur un dossier qui concerne, sans rentrer trop dans les détails, mais une famille qui a réussi dans un secteur particulier, dans les Hautes-Pyrénées, et il n'y a pas de photos. Ils ont totalement effacé leurs réseaux sociaux, etc. Et sur les révélateurs, on a un peu bossé là-dessus. Et j'ai utilisé PMISE parce qu'il y avait le fils du patron qui avait une photo. Et en fait, cette photo m'a permis d'arriver sur des choses très personnelles, c'est-à-dire le baptême de sa fille. Et en fait, c'était la photographe qui avait mis en ligne l'ensemble des photos, des clichés qu'elle avait pris lors de cet événement finalement privé, et où apparaissait cette personne-là. Et c'est une source d'information, en tout cas pour moi, qui est hyper importante, parce que j'ai pu réutiliser PMISE sur tous les invités, puisqu'il y avait toutes les photos, ce qui m'a permis de relister, de savoir qui était présent, qui était originaire éventuellement des Hautes-Pyrénées, etc., qui est une base de données pour continuer à travailler, mais pour essayer de contacter les personnes, pour avoir d'autres infos, etc. Bon, voilà. Moi, je le cadre comme ça. J'essaye de ne pas aller plus loin, ça ne veut pas dire que je vais aller diffuser ces photos-là, que je vais aller en parler, que je vais aller diffuser la photo de la personne. Mais la question se pose. Mais moi, je le fais dans un cadre journalistique, donc j'essaie de respecter ma déontologie et mon devoir d'information. Parce qu'on va l'aborder dans une seconde partie, parce que je pense que ça intéresse aussi la question des outils, de comment on fait, etc. Mais si je comprends bien, c'est donc à la portée de tout le monde. L'outil PMISE, il est libre, c'est pas un truc professionnel. Bon, faut payer pour avoir une version premium, etc. Mais ça reste abordable. Mais à quel moment, enfin, je comprends qu'il y a une finalité dans ton travail, mais vu que c'est à la portée de tout le monde, à quel moment on essaye de remédier à la confiance dans l'info pour essayer de remettre un peu de vérité quelque part ou de vérification, et à quel moment on fait du stalking? C'est-à-dire qu'on va aller... Alors, oui.
en mon sens, cette confiance, elle reviendra par les médias traditionnels ou dits traditionnels ou les nouveaux médias émergents cette confiance, elle reviendra par de la méthode, par du sérieux et par ces nouvelles pratiques qui sont des très bonnes pratiques et qui sont un complément, qui ne sont pas un remplacement de, entre guillemets, tout ce qu'on dit l'ancien monde, tout ça. C'est vraiment un complément du travail journalistique classique. Et cette confiance, elle reviendra, je pense, par des grandes rédactions qui se mettent à utiliser ce travail-là. La frontière, en fait, quelle est la frontière entre je fais une investigation pour un motif légitime et je fais du stalking? Oui, si je mets, et c'est une question qu'on a tous les jours, nous, chez Predictalab, c'est-à-dire qu'on a créé un outil automatisé qui permet d'automatiser un peu ce travail d'enquête, ce travail d'OSINT. Je ne peux pas le mettre entre les mains de tout le monde, fondamentalement. Je réduis très largement le nombre de mes clients, puisque si demain je le vends, je dis n'importe quoi, à une société de sécurité et que l'employé qui travaille je ne sais pas où, et il le regarde, il met le nom de son ex pour aller voir qu'est-ce que fait son ex, j'ai ma responsabilité là-dedans. J'ai ma responsabilité, même légalement. Éthiquement, j'ai une responsabilité et légalement, j'ai une responsabilité. Et je ne sais pas comment ces informations vont ensuite être utilisées. Donc, il y a vraiment un cadrage des pratiques et il y a un cadrage légal à faire, encore une fois, mais il y a aussi une sensibilisation et c'est pour ça qu'on fait ce type de conférence et c'est pour ça que j'essaie de faire des interventions un peu tout au long de l'année, de dire... Faites attention à votre empreinte numérique. Réduisez votre empreinte numérique. Votre empreinte numérique peut être utilisée contre vous et peut être utilisée dans des situations qui ne vont pas du tout vous plaire. Typiquement, vous passez un entretien d'embauche. Si vous mettez des photos de vous en train de vous balader au milieu de l'esplanade en juste au corps, ça peut jouer contre vous et ça peut peser dans la décision de votre futur employeur alors que vous êtes quelqu'un de brillant, très compétent, etc. Donc il y a toute cette question-là de dire ces informations peuvent être utilisées contre vous, faites le travail de manière proactive, sensibilisez les gens et même les plus jeunes, sensibiliser les plus jeunes et il y a une vraie question autour de ça. Voilà, c'est un sujet qui est très large. Et après, la frontière entre le stalking et le reste, oui, l'OSINT peut être utilisé pour faire du stalking. C'est sûr et certain. Et elle l'est très souvent. L'OSINT peut être utilisé pour doxer les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui était plus ou moins anonyme, qu'on va balancer sur Internet toutes ces informations. Ça, c'est une problématique. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, après ça fait partie du jeu quand on est plus ou moins public, mais j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des photos devant chez moi sur Street View. Des gens qui m'ont envoyé l'identité de ma femme, etc. Donc les gens vont très loin. J'ai un journaliste, par exemple, qui m'a menacé. Au tout début, j'étais pas du tout public, il y avait ma tête nulle part. Il est allé chercher les statuts de mon entreprise. Et j'avais mis des gens de ma famille dedans. Il a menacé d'aller appeler ma mère pour que je lui donne les informations qu'il voulait. Donc les pratiques, même au sein des journalistes, sont parfois pas terribles. Donc voilà, la frontière est vraiment fine. Les gens passent d'un côté et de l'autre. Le tout, c'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous d'être publics sur le sujet parce que ces choses-là se font dans le silence. Et c'est aussi de dénoncer quand il faut dénoncer, de montrer les bonnes pratiques et ensuite, je pense que ça viendra tout seul. Il faut se donner une finalité si on veut le pratiquer de manière déontologique et pas le faire, une finalité professionnelle et non pas personnelle. Après, la difficulté, c'est qu'en tout cas sur les rédactions, il y a beaucoup de rédactions qui ne comprennent pas l'OSINT, finalement. Aujourd'hui, l'OSINT, pour beaucoup de rédactions, notamment télé, c'est une super source d'images. Ils sont présents partout, on voit des événements spectaculaires et en plus avec un gros avantage, c'est vérifié et c'est gratuit. Donc ça, dans les rédactions télé, c'est gratuit et c'est vérifié. Ouais, il y a un peu, ouais. Non, en tout cas, bon, je vais parler pour les révélateurs, mais en tout cas, c'était vérifié et en plus, c'était gratuit. Ça a été très utilisé, notamment sur la guerre en Ukraine, en échange des EVN. Donc, il y a beaucoup de rédactions qui ne voient que par ce prisme-là. Voilà. Et je trouve ça particulièrement dommage parce que pour moi,
c'est une chance pour le journaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un journaliste qui est un peu, à mon sens, sclérosé. On fait tous les mêmes papiers, on a tous les mêmes angles, etc. L'OSINT doit être un moyen d'avoir d'autres sujets, d'autres traitements. Et dans le traitement, ça doit être aussi un moyen de restaurer la confiance, parce qu'en fait, l'OSINT implique d'expliquer comment on a trouvé et comment on a vérifié. Et je trouve que, par exemple, Le Monde le fait très bien. Ils ont un service vidéo spécialisé sur ces questions-là. Et ils ont des vidéos très intéressantes où ils vont... alors, je crois que c'est eux qui avaient fait ça en Ukraine. Il y avait eu une vidéo qui circulait sur des tortures. On ne savait pas si c'était des soldats ukrainiens ou des soldats russes. Ils ont retravaillé tout ça, ils en ont fait une vidéo, ils ont expliqué comment ils avaient abouti à une conclusion, etc. Et je trouve ça très salvateur, en fait, parce qu'au final, les gens peuvent comprendre comment on fonctionne. Et parce que je pense aussi que c'est un gros problème de notre profession, c'est que pendant trop longtemps, on n'a pas expliqué comment on fonctionnait, on n'a pas ouvert nos rédactions, et que ces pratiques de l'OSINT doivent nous permettre ça. Mais ce n'est pas encore totalement compris. L'OSINT a une particularité, c'est que, en tout cas la communauté qui en fait écho sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ouvre le capot. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on essaye de sortir une information et de la vérifier, on va expliquer la méthodologie. Et du coup, c'est repris dans la presse. Alors, parlons maintenant de méthodologie. Quels sont les principaux outils, si on veut se lancer, quels sont les principaux outils qu'on peut utiliser ou que vous utilisez? Alors, sur la méthodologie, c'est beaucoup de bon sens. L'OSINT, c'est beaucoup de bon sens. Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre point d'entrée? Mettons, je prends cet exemple, comme ça impacte personne. Vous cherchez sur Baptiste Robert. Qui est ce type? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a des choses à cacher? Quelles sont vos informations de base? Baptiste Robert, j'ai vu son nom dans un talk à la Mêlée. Il a donné une conférence, il s'appelle Baptiste Robert, il est probablement toulousain. Et donc, ça va vous donner 2 points d'entrée, Baptiste Robert. Et là, vous allez pouvoir utiliser des sources d'informations, vous allez rentrer cette information. Par exemple, vous allez taper Baptiste Robert sur LinkedIn. Hop, vous trouvez un profil qui a l'air de correspondre. L'image correspond à l'image que vous aviez en entrée. Vous voyez une société. Ah, ça, c'est sa société. Je vais itérer sur ce nouveau data point, sur cette nouvelle information. Je vais prendre Predictalab. OK, Predictalab, c'est composé de qui? Ah, il y a telle et telle personne. Je vais aller essayer de comprendre quelle est la relation de Baptiste avec telle et telle personne. Et petit à petit, je vais créer une espèce de galaxie, en fait, avec des informations un peu partout, des liens entre les informations, et je vais comprendre petit à petit qui est ce Baptiste, qu'est-ce qu'il fait, qui il fréquente, où est-ce qu'il habite, etc., etc. Et donc, on peut aller assez loin là-dedans. Et tout ça a été formalisé, c'est-à-dire que là, j'ai pris le nom-prénom comme entrée, mais vous pouvez parfois, vous recevez, et hier Frédéric l'a très bien montré, vous recevez un texto arnaque au CPF, votre compte CPF a de l'argent, allez-y, dépensez-le. Votre point d'entrée, ça va être quoi? Une URL, ça va être parfois un numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui vous a envoyé le texto, et vous n'avez que ça pour commencer. Et donc, il vous faut trouver des relais, des sources d'informations où vous allez chercher l'info et essayer de rebondir là-dessus. Et c'est vraiment toute l'idée de l'OSINT. Et il y a parfois, on a fait par exemple le cas de personnes disparues, où on recherche des personnes disparues. Il y a tout un aspect aussi qui est au-delà du technique, de dire, je cherche une personne disparue. Je vais essayer de me mettre dans sa peau. Mettons que Baptiste a disparu. Je vais essayer de comprendre, ok, Baptiste, il était toulousain, il fréquentait tel quartier, il avait ses passions, c'était ça et ça. Il faisait partie de tel club. Il avait l'habitude, je le vois souvent en selfie, en train de prendre un café dans tel endroit. Donc, je vais essayer de me mettre à sa place pour potentiellement savoir où il a pu partir, qui il fréquentait. La journée où il a disparu, refaire l'histoire. Et c'est vraiment aussi de se mettre, et là on arrive dans le profilage, c'est de se mettre dans la tête de la personne et de se dire, ok, quelle est sa vie en fait? J'essaie de me mettre à sa place. Et c'est tout l'enjeu de l'OSINT, c'est de dire, c'est pas chercher l'information pour l'information, parce que vous allez pouvoir vous perdre, mais très 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 longtemps. C'est de comprendre en fait le sujet que vous êtes en train d'étudier. Si tu veux compléter, après j'ai une question. Mais... en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les personnes qui sont là, en fait, peuvent très bien faire des recherches au SINT, puisque vous avez déjà tous les outils sur vos téléphones portables ou sur vos ordinateurs. Google, qu'on utilise quasiment à 0,1%,
de sa puissance, vous pouvez l'utiliser comme un super moteur de recherche, alors que ce soit sur les photos, les recherches inversées pour les photos, ce genre de choses, mais aussi avec ce qu'on appelle les opérateurs booléens. C'est-à-dire que quand vous avez un exemple, on va reprendre l'exemple de Baptiste. Baptiste Robert, si vous tapez Baptiste Robert sur Google, vous allez avoir un nombre incalculable de résultats, puisqu'il est connu, voilà, sa compétence est reconnue un peu partout. Sauf que si vous mettez des guillemets entre Baptiste Robert, Google va aller chercher Baptiste Robert, vraiment le groupe. Et là, ça va déjà vous réduire vos résultats. Donc il y a plein de solutions comme ça, aussi bien sur Google que sur Twitter notamment, qui sont très pratiques. Voilà, il y a ça. Après, sur Google Maps, alors ça c'est ce qu'on appelle du GeoZint. Moi j'aime bien ça. J'appelle ça mon Sudoku. C'est que ça me fait travailler. Donc voilà, c'est un jeu, c'est-à-dire que quand vous avez une vidéo, la première chose que vous allez faire, c'est de vérifier qu'elle ne date pas de 3, 4 ans auparavant. Donc on va utiliser plusieurs outils. Alors vous avez donc ce que je vous ai évoqué sur les recherches d'images inversées. Il y a un logiciel qui est un peu vieux maintenant, mais qui fonctionne toujours bien, qui s'appelle InVid. Vous mettez la vidéo que vous avez trouvée dans ce logiciel, il va découper ça en séquences, et après vous refaites des recherches inversées, il va vous dire, bah voilà, cette vidéo, il ne va pas vous le dire comme ça, mais il va vous donner des résultats qui vont dire la vidéo n'existait pas auparavant. Donc ça, c'est un exemple. Et après, à partir de cette vidéo, vous allez essayer de vérifier à quel endroit c'est. Donc là, l'idée, c'est d'aller dans Google Maps, d'identifier des éléments que vous allez retrouver dans Google Maps en allant dans Street View, en regardant des photos. Voilà, il y a tout un ensemble d'outils comme ça qui sont très simples. Du coup, là, concrètement, parce que je prends ces deux exemples, donc le numéro de téléphone, je le tape dans Google, ou il y a des outils pour essayer de faire ça, puis après je reviendrai sur Google Street Map. L'exemple de Sylvain est bon, c'est le numéro de téléphone, vous pouvez le taper dans Google, mais un numéro de téléphone, par exemple, il y a différents formats. Vous allez être en 06, blablabla. Mais en fait, si c'est dans un contexte, ça peut être en plus 33.6, ça peut être en 33.6, ça peut... vous pouvez mettre des... Alors, il y a les opérateurs booléens, AND, OR, il y a les astérix pour faire les wildcards. Vous allez... Traduction. Ça va être un peu la carte Joker, si je puis dire, où vous allez pouvoir dire, bah, en fait, mon numéro de téléphone, je connais, ça m'est arrivé dans une investigation il n'y a pas longtemps, j'avais 8 numéros sur 10 du numéro de téléphone, pour une raison. J'avais pas tous les numéros. Et donc, on met une étoile pour aller dire, bah, je veux un numéro de téléphone, mais je connais pas la fin. Donc, donne-moi tout ce que tu as, qui ressemble à ça, et qui est dans ce format-là. Et donc, effectivement, le numéro de téléphone, après, on peut aller, il y a des applications qui permettent, il y en a une qui s'appelle Truecaller, par exemple, qui est très connue, qui vous installez Truecaller sur votre téléphone. Leur business, c'est de vous pomper tous les contacts et de récupérer en fait le libellé de ce que vous avez mis. En fait, si moi vous m'appelez Baptiste Rowe, et Truecaller va avoir cette information. Il y a vous pouvez mettre le numéro de téléphone dans les applications de messagerie. Et c'est comme ça typiquement que l'organisation Bellingcat a retrouvé des agents du FSB. Alors Bellingcat est un blog britannique à la base, c'est un collectif. C'est une fondation, même, je crois. Ils ont le statut, c'est fondation hollandais maintenant, il me semble. Ils ont un peu modifié leur statut. Très connu dans le domaine et composé, qui faisait partie des gens notamment qu'analysés en Syrie. Ils ont 8 ou 9 ans maintenant. Et typiquement, ils ont retrouvé des agents du FSB de cette manière-là, puisque sur Telegram, il y a des gens qui notaient c'est Igor du FSB. Et donc, ils ont retrouvé le numéro de téléphone, ils l'ont mis dans Telegram, et comme tout est, en fait, c'est du crowdfunding, c'est du crowdsourcing, les gens Telegram va vous donner un peu l'intitulé, le labellé que les autres ont mis, et donc ils se sont retrouvés avec le numéro de téléphone, c'est Igor du FSB. Ils ont rentré juste le numéro de téléphone dans Telegram, et après Telegram leur a proposé... Il y a une petite technique, il y a une petite suite d'étapes à faire. Mais grosso modo, oui. Igor du FSB, quoi. C'est très confidentiel. Mais c'est exactement ça en plus, hein. C'est vraiment ça. Il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, à un certain moment, on rentrait les numéros de téléphone sur Facebook, sur Twitter, etc. Et qu'il y avait moyen de savoir quel numéro de téléphone était associé à Twitter, en se faisant passer entre guillemets, notamment sur Twitter, pour le propriétaire du compte, en disant j'ai oublié mon mot de passe, et il allait vous demander sur quel numéro il fallait envoyer le message. Alors ça, c'est ce qui fait le changement aussi, c'est que les réseaux sociaux, en fait, ils sont en train
travailler quasiment tout le temps pour sécuriser tout ça. Donc ces données-là qui étaient visibles sur Twitter et sur Facebook, alors peut-être que Baptiste y arrive, moi j'y arrive plus, sont difficilement consultables aujourd'hui. Voilà. Pour prendre un exemple qui marche, vous allez sur WhatsApp, vous avez tous WhatsApp installé sur vos téléphones, vous avez la photo de profil de vos contacts et le nom de vos contacts. Et quand vous êtes sur WhatsApp, même les gens peuvent se donner un nom. Vous mettez le nom que vous voulez. Ces informations-là ne requièrent aucune authentification. C'est disponible. C'est-à-dire que, mettons que j'ai le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron. Je ne dis pas que je l'ai. Mettons que j'ai le numéro de téléphone. Je le mets dans mon téléphone. J'aurai la photo de profil d'Emmanuel Macron. Sans qu'il accepte quoi que ce soit. Et j'aurai le nom qui s'est donné. Donc, c'est une information intéressante. Et donc, si je retrouve cette information-là, si j'ai un numéro de téléphone, je vais aller le mettre dans WhatsApp pour avoir cette information. Après, si on essaie de prendre le côté un peu geek, un peu technicien, et de se dire, bon, ok, comment je passe à l'échelle? Mettons qu'on me donne 100 000 numéros de téléphone. Est-ce que j'arrive à créer un outil, j'arrive à créer un système qui me permet de donner à la machine les 100 000 numéros de téléphone et de récupérer 100 000 photos de WhatsApp? Ça pourrait être sympa. Ouais, il y a un site qui est c'est GitHub, c'est ça? GitHub? Il y a probablement des choses. Ok, à vous de retrouver. Vas-y, si tu vois compléter. Là, je voulais bon, ça c'est clair pour les numéros de téléphone, etc. Maintenant sur Google Maps ou Google Street View, voilà, je prends moi je pratique moins, mais voilà, j'ai un peu pratiqué, mais mes débuts. Je me suis retrouvé 2 heures à faire avancer à gauche, à droite pour retrouver. Voilà. Est-ce qu'il y a plus efficace? Parce qu'en fait, on voit une scène, on voit un bâtiment, on voit un endroit, on arrive à peu près à savoir que c'est dans une ville, mais qui fait 1 million d'habitants. Comment on fait pour retrouver l'endroit exact sur Google Street View? Alors, sur ces aspects-là, effectivement, quand on débute, quand on fait de la GeoInt, donc pour géo-intelligence, géographique intelligence peut-être, c'est qu'on va prendre une vidéo qui n'a pas de metadata, qui n'a pas d'information, vous avez juste la vidéo, juste l'image. Et on parlait de but tout à l'heure, le but c'est de prendre cette vidéo et de resituer, de retrouver la localisation. Je prends un exemple très concret qui a été analysé par une analyste assez brillante qui écrit beaucoup. Il y avait en Irak, c'était Al-Qaïda, je crois, de mémoire, qui avait mis des gens dans une cage et qui les avait noyés dans une piscine. Donc, bon appétit, bon petit déjeuner, pour bien commencer la journée. Malheureusement, c'est la réalité. Et c'était une piscine qui ressemblait à une piscine d'hôtel. Et donc, elle a cherché, elle a essayé de resituer l'endroit, mais aussi de savoir quand est-ce que ça s'était passé. Est-ce que c'était quand les Américains sont partis d'Irak, ou si c'était avant, après et donc, quand on fait de la GeoInt, et quand on fait bien de la GeoInt, on passe souvent alors je vais peut-être exagérer en disant ça, mais assez peu de temps sur Google Maps, sur Google Street View, Google Earth, ce que vous voulez. L'idée principale, et c'est ce que les débutants, quand on débute, doivent apprendre, c'est d'analyser ce que vous avez. Vous avez un point de départ qui a une multitude d'informations. L'esprit humain, et c'est là où on arrive dans les sciences cognitives, on est tous faits différemment. Quand vous voyez un tableau, il y a des tests d'ailleurs comme ça, quand vous voyez un tableau, certaines personnes voient l'intégralité de la scène. D'autres personnes vont directement dire « Ah, lui, il a la phalange gauche cassée, il a un ongle cassé sur le 4e doigt. » On est tous faits différemment. Et la GeoInt, c'est vraiment ça. C'est à partir d'une image, il va falloir obtenir tous les détails de l'image. Mais les détails de l'image, ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous êtes au milieu d'une ville, essayez de comprendre, déjà, vous avez un carrefour en face de vous, et essayez de refaire la route. De dire, OK, bah là, c'est une 4 voies, là, il y a une route qui arrive, là, il y a une route qui arrive, là, il y a un grand bâtiment vert, là, il y a telle chose. Et après, de redescendre un petit peu dans les détails, de dire, ah, bah là, je vois une enseigne, il y a une enseigne, je vais essayer de trouver quel est le magasin derrière. Là, je vois que les poubelles sont rouges, ça ressemble à des poubelles qui sont aux Pays-Bas.
Voilà, c'est de dire petit à petit, de redescendre et de se dire à la fin, ok, en fait j'ai plein d'informations et je commence mon travail d'investigation. Et c'est vraiment là où ça prend son sens. Et il y a des formations comme ça qui sont très très bien faites, où aujourd'hui il y a beaucoup sur Internet, quand vous allez avoir des challenges comme ça, les gens utilisent des outils tout faits. Et en fait, je ne vais pas dire c'est tricher, mais vous apprenez pas grand-chose en faisant ça. C'est de dire déjà, prenez la photo, essayez de comprendre sans aucun outil de reverse image où est-ce que c'est. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus formateur. Il y a un exemple qui est très intéressant, je ne sais pas si tu l'avais vu, celui-ci, c'était la BBC qui avait analysé une vidéo d'exécution d'une femme perdue au milieu du désert en Afrique. Et ils avaient réussi à resituer l'endroit, notamment par le profil des montagnes. Voilà, donc en fait, ils avaient trouvé des moyens pour identifier ça. Il y a aussi des logiciels qui permettent de savoir à quelle heure ça s'est passé. Voilà, donc en plus, il faut regarder l'image, il faut mesurer et tout, il faut faire une triangularisation, etc., pour savoir à quel moment de la journée ça s'est fait, etc. Et ils avaient réussi à tout remonter comme ça. Il y a des choses, par exemple, sur les ombres, la portée des Exactement. ombres, on peut comparer avec SunCalc, qui est un outil. C'est ça, voilà. c'est exactement ça. Ouais. Exactement, et à ce niveau-là, en fait, c'est la chronolocalisation, je crois, de mémoire. C'est-à-dire que vous allez avoir une image, une photo, par exemple, et nous, on l'a fait, il y a eu des révoltes, des manifestations, par exemple, au Sénégal. Il y avait une vidéo qui est disponible encore sur Twitter, sur mon Twitter, où vous avez une foule d'une centaine de personnes qui coursaient des policiers, eux, ils étaient 3, et il y avait 100 personnes qui leur couraient après. Et j'ai réussi à localiser précisément la vidéo, mais aussi à donner l'heure exacte de la vidéo, puisque le policier, à un moment, il se tenait debout, et il y avait une ombre, comme j'ai ici. Et en fait, en reprenant, en disant, je mesure la taille de l'ombre, mais aussi je prends un point de référence, je sais que le monsieur en lui-même, il doit faire à peu près 1m80, 1m90. Je vais pouvoir faire une règle de 3 toute bête, et savoir à peu près la taille de l'ombre. Et après, j'ai l'orientation. Je remets tout ça sur Google Earth et je vais simuler la position du soleil pour à peu près matcher, à peu près faire correspondre l'ombre, la position de l'ombre. Et donc, je vais être capable de dire parfois, alors j'exagère à peine, à la minute près, quand est-ce que ça s'est déroulé. Ça peut être, on va avoir en général des deltas de 5 minutes, peut-être 10 minutes et encore. Par exemple. Parce que, toujours pour reprendre sur l'Ukraine, notamment, avec les révélateurs, on avait travaillé sur plusieurs vidéos, notamment de Tchétchènes qui étaient présents près de l'aéroport d'Hostomel. Et sur les tout premiers instants, en tout cas les premiers jours de l'invasion russe. Et ce qui a été intéressant, ce qu'on avait remarqué, c'est que lors de l'invasion, il faisait plutôt pas mauvais. Voilà, en tout cas, le ciel était plutôt bleu, etc. Et très rapidement, un certain jour, il y a eu de la neige. Le ciel est devenu gris, etc. Et donc, en fait, en regardant les vidéos, on avait réussi à localiser à quel endroit ils étaient exactement, mais on a aussi réussi à identifier à quel jour exact ça s'était passé. Et on n'avait pas pu faire l'heure parce que là, on n'avait pas d'ombre pour le faire. Mais voilà. Et en plus, bon, là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a la question des métadonnées. Il faut savoir que les métadonnées de vos vidéos et de vos photos, elles sont totalement effacées sur les réseaux sociaux et on ne peut pas les utiliser. Sur ces aspects-là, c'est un point qui est très intéressant, et si vous êtes attentif à toutes ces questions-là dans les mois qui vont venir, ça va être très intéressant. Il commence à faire de plus en plus mauvais en Ukraine. Il y a de plus en plus de boue, par exemple, et les routes, forcément, à force... alors, il y a des choses, et c'est là où l'OSINT est passionnant, c'est-à-dire qu'il y a, moi j'ai lu des threads entiers, des fils entiers d'experts en bitume, d'experts en gravier. Alors des choses improbables, jamais je pensais, qui expliquent que en fait ils n'ont pas assez de gravier pour refaire les routes, plus que les tanks sont des objets, des engins très très lourds. Les routes sont pas faites pour faire passer des tanks et de manière répétée, et que régulièrement en fait il faut que les gars repassent derrière pour refaire la route régulièrement, et que ça demande beaucoup de gravier et qu'il faut refaire le bitume derrière. Et tout ça pour dire que il fait de plus en plus mauvais, l'hiver arrive, et donc dans la on est sur un conflit qui dure et qui va durer, et on a beaucoup de contenu. Donc cet hiver, potentiellement, si vous voyez une vidéo où il fait grand beau, c'est peut-être que la vidéo, en fait, elle a 6 mois. Et comme on est aussi dans une guerre de l'information, qui est un sujet, on pourrait y passer toute la journée,
c'est très très important de se dire ok, attends, mais je vois une vidéo, ouais, certes, ça a l'air bien, ça va dans le sens de ce que je veux, mais attends, je vais vérifier si elle est authentique ou pas. Et la confiance dans l'information, c'est aussi ça, et ça passe aussi par le lecteur. Et maintenant, ça passe c'est pas que par aussi les journalistes, par les rédactions, ça passe aussi par le lecteur. Et il faut vraiment développer cet esprit critique pour dire ok, attends, je vois quelque chose, mais est-ce que je suis sûr de ce que je vois? Très bien. Alors, il me reste 10 minutes. Alors, on peut continuer de discuter, mais je voulais laisser un petit temps à des questions s'il y en avait. Donc, je peux vous faire passer enfin, peut-être pas le micro, mais si, pour qu'on puisse entendre pour les gens en ligne. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été évoqué sur des outils, sur des questions déontologiques, sur la méthodologie? Ouais. Alors, on va prendre le micro. Je m'étais noté en fait des petites remarques par rapport à votre discours. C'est vraiment au niveau de l'utilisation des données. En fait, par exemple, Predictalab peut divulguer des données, mais qui est le responsable légalement? C'est vous ou c'est celui qui va les utiliser après Alors, il y a plusieurs choses. On ne divulgue pas de données. Dans notre cas, on ne va pas divulguer de données. C'est-à-dire qu'on va être mandaté par un client qui va nous demander une investigation, qui va nous demander légitimement une investigation, que ce soit sur lui-même ou parfois sur quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, il faut vraiment les raisons légitimes pour le faire. Et dans ce cas-là, dans le cadre très cadré d'une prestation, avec les autorisations qui vont bien, on va rendre cette prestation sous la forme d'un rapport, sous la forme de données, etc. Donc c'est extrêmement cadré, que ce soit légalement, éthiquement, et on a fait les vérifications nécessaires. On ne va pas aller, la divulgation sous-entend que je vais aller sur Twitter et balancer ce que mon client m'a demandé. Ça n'arrivera jamais. Et c'est bien pour ça que je suis de plus en plus discret sur les réseaux sociaux, parce que je suis occupé à faire autre chose. Et c'est là où il faut faire attention, il faut de la responsabilité. C'est un terme qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisé aussi, mais ça sous-entend aussi un recul sur les situations et de dire on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Et il y a des choses on n'a pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux tout le temps, on n'a pas besoin de rendre tout public. Et parfois, il y a des choses qui doivent être faites et qu'on fait, et voilà. Et l'OSINT est un outil, parmi d'autres, on en a d'autres, qui nous permettent d'arriver entre guillemets, à nos fins et d'arriver à la prestation souhaitée. Peut-être, après vous pouvez compléter, mais imaginons, pour reformuler, vous avez un client qui vous demande une investigation numérique, ça donne lieu par la suite à des poursuites judiciaires, parce que la cible de l'investigation était hors des clous, du coup il y a déclenchement d'une enquête. Est-ce que la personne, elle se retourne contre vous par rapport à l'utilisation de votre outil, ou non, par rapport au commanditaire, ou rien? Alors c'est vraiment pas notre mission, c'est-à-dire que chacun sa place et chacun sa casquette. On est des praticiens de l'OSINT et on est même entre guillemets en dessous de ça, même s'il n'y a pas de dessous, mais dessous et de dessus, mais c'est de dire on est vraiment des techniciens, on crée un outil. On n'est pas policier, on n'est pas gendarme, on ne travaille pas dans les forces de l'ordre, c'est pas notre métier, on n'a pas la légitimité pour ça, on n'est pas non plus avocat. Par contre, on vient donner un outil qui permet à ces personnes-là, à ces corps de métier-là, de faire leur métier, qui est un métier plus qu'utile, mais de le faire éthiquement, légalement et dans les clous. Et c'est là où nous, on peut être en soutien, où on demande, OK, dans le cadre d'une procédure, il y a telle personne il y a une procédure qui est en cours, on a besoin de plus d'éléments. Est-ce que tu peux trouver des liens entre machin et machin? Voilà. Et là, c'est justifié, c'est cadré. Et ensuite, ces éléments-là, et c'est tout un travail aussi qu'on n'imagine pas, et qui a été, je refais référence à Frédéric hier soir, mais être en capacité de rendre un rapport qui va être accepté devant une cour, qui va être, c'est expert judiciaire, c'est un vrai statut, et tout le monde ne peut pas s'improviser expert judiciaire. Il y a un formalisme, il y a un travail, il y a une méthode à rendre, et c'est un vrai métier à part entière qui est plus qu'utile, puisque le jour, et j'espère que ça n'arrivera à personne ici, mais le jour où vous vous retrouvez devant la cour, ça peut être très utile d'être capable de prouver par A plus B que il a bien fait ce qu'il a fait, ou que vous n'avez pas fait ce qu'on dit que vous avez fait. On est là pour ça, et on est là pour faciliter le travail, et comme on l'a dit hier,
Aujourd'hui, il y a tellement de demandes, typiquement les arnaques. Il y a des gens qui se font arnaquer tous les jours. Et quand vous voulez revoir votre argent, c'est important de démontrer que, attendez, je me suis fait avoir par un gang d'arnaqueurs. Ils sont basés en Russie, en Israël ou je ne sais pas où. Ils sont organisés comme ça. Ils ont eu tant et tant de personnes et le préjudice global est de plusieurs millions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport ou pas en rapport? Non, pas d'autres questions. Au révélateur, pourquoi c'est en stand-by? Parce que c'est pas ouais. Pas répondre. Okay. Non, mais ça revient aux propos que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question c'est de savoir si ce travail-là, c'est simplement de la vérification ou ça peut aller plus loin. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer avoir des reportages comme ceux du Monde en vidéo sur les antennes de France Télé? Alors c'est un sujet que j'avais évoqué avec eux justement. Je les avais rencontrés et il y a un prisme intéressant, c'est-à-dire qu'au Monde, par exemple, l'OSINT n'existe que dans le service vidéo. Ils n'utilisent pas l'OSINT dans les autres services. On a, par exemple, il y a des gens très bien qui travaillent notamment dans les cellules d'investigation. Il y en a une à France Inter. Il y a des gens qui font des super papiers avec des super investigations en toute autonomie. Aujourd'hui, l'OSINT, c'est vrai qu'on a tendance à le mettre avec la vidéo parce que la vidéo, c'est facile à consommer. Les gens, aujourd'hui, c'est une chose assez globale, les gens consomment et ils consomment l'information. Et pour consommer l'information, c'est plus pratique de la consommer avec une vidéo. C'est bête à dire, mais la vidéo, c'est graphique, on voit les choses, on comprend mieux. Et en fait, les gens lisent pas beaucoup. Et ils lisent quasiment jamais l'intégralité des articles. Et l'OSINT en écrit, c'est pas super. Enfin, ça peut être passionnant, mais c'est-à-dire que c'est j'ai trouvé tel truc, j'ai trouvé tel truc. Au bout du 5e, vous avez perdu le fil et ça vous parle plus. En vidéo, c'est cool parce qu'on arrive à retracer une vidéo, on arrive à se dire ouais, c'était là. Et il y a un côté sexy. L'OSINT peut être plus que ça. Et c'est là où je te rejoins sur ce que tu disais au tout début, c'est que rendons le truc sexy, même à l'écrit. Utilisons-le un peu partout pour qu'à la fin, ce soit un outil qui soit utilisé par tout et tout le monde et dans un cadre qui entre guillemets, qui va pousser tout le monde vers le haut. Et c'est ça le challenge. Mais je pense de toute façon, il y a Internet qui est quand même un super outil pour développer ce type de pratique. Moi, par exemple, j'ai fait un papier sur un Nîmois qui était parti en Ukraine comme militaire, etc. Et il s'était, entre guillemets, amusé à diffuser des vidéos sur son profil Facebook à chaque étape. Voilà. Et en fait, on était tombé sur lui parce qu'il avait publié une vidéo de lui courant en sortant d'un camp qui venait d'être bombardé par les Russes, là où étaient entraînés les... Voilà. Et on en a fait un papier internet. Moi, je trouve que ça fonctionnait bien, ça était plutôt lu. Donc, il y a quand même des débouchés aussi de ce côté-là. Mais parce que c'est un média qui mélange la vidéo, le son, l'écrit. Et voilà. Bien, j'avais une autre question, mais on va peut-être pas la mettre en œuvre parce qu'il nous reste 1 minute et on est contraint aussi par l'organisation. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'en ligne et dans la salle, vous aurez appris des choses. Et je vous donne rendez-vous sur la suite des tables rondes et des rendez-vous de la mêlée qui se déroulent jusqu'à demain, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci à tous et à toutes. Au revoir.